Et en direct de Waterloo sur le champ de bataille, nous allons rejoindre Sacha Daoud de la RTBF. Une reconstitution préparée depuis des mois en Belgique, des milliers de figurants et on attend plus de 120 000 spectateurs aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui, Sacha, c'est la reconstitution de l'attaque des troupes françaises, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est en tout cas celle qui sera proposée le plus proche du public. C'est comme cela que ça a été appelé. On verra deux fois la reconstitution, c'est évident, mais sous deux angles différents pour le public qui prendra place dans les gradins. Les Français attaqueront d'un côté un jour, les Anglais riposteront de ce même côté le lendemain. Les premiers des 60 000 spectateurs attendus ce soir sont entrés sur le site dans ces impressionnants gradins. Imaginez-vous un stade de football à ciel ouvert sur cette immense prairie, ce champ historique, mythique, dit-on, pour certains reconstitueurs. Alors bien sûr, évidemment, on le vend parfois un peu comme du folklore, mais il ne faudrait pas oublier, certainement pas, que l'on va aussi ici reconstituer une bataille qui a fait 10 000 morts et plus de 30 000 blessés. Il y a évidemment d'importantes questions qui se posent sur la sécurité du site. On vient d'ailleurs de rappeler les consignes en demandant aux spectateurs de rester bien à leur place, bien assis, parce qu'on va charger avec des chevaux ici, on va tirer avec de la poudre à canon. Et je vous livre cette petite anecdote, c'est qu'ici en Belgique, on a gardé secret le nombre de kilos de poudre qui allait être distribué aux reconstitueurs. Le ministère de l'Intérieur ne plaisante pas avec cette information. Il faut dire que l'ensemble du site a été placé ici en alerte 2, sur une échelle qui en compte 5. C'est vous dire si on pense qu'ici, il faut prendre cette reconstitution et sa sécurité très au sérieux. Alors Sacha, la France n'a envoyé, on le sait, que son ambassadeur pour ces cérémonies du bicentenaire de Waterloo. Quelle réaction en Belgique ? Mais c'est évident qu'on aurait voulu voir François Hollande, on aurait voulu voir Angela Merkel, mais finalement rien de tout cela, des ambassadeurs c'est vrai, et puis aussi les descendants des principaux belligérants de l'époque. Tout cela donne peut-être un sentiment d'un goût de trop peu, parce que bien sûr on a commémoré cette bataille, on a eu le souvenir de tous ces morts, mais on a avant tout, et c'est essentiel, délivré un message d'espoir et d'amitié pour l'Europe, disant finalement que Waterloo, même si c'est une bataille terriblement sanglante, terriblement destructrice, elle avait aussi été le point de départ d'une construction d'autres choses. Et toutes les personnalités politiques présentes, belges voire même étrangères, ont toutes tenu ce même discours. L'important, c'est l'indispensable et permanente vigilance en période de paix pour que dure cette paix. Et ce message d'espoir, ce message de paix, évidemment, ici en Belgique, comme dans d'autres pays d'ailleurs, on se dit qu'on aurait bien aimé le partager avec deux autres grands dirigeants du monde qui auraient certainement eu leur place ici. Cette absence et le silence qui en découle posent encore aujourd'hui pas mal de questions. Merci Sacha, donc en direct de Waterloo. Et on va retourner à Waterloo où hier ont eu lieu les premières célébrations du bicentenaire de cette bataille de 1815 qui a mis fin à la domination de Napoléon Bonaparte. Durant tout le week-end, on vient de le dire, 200 000 personnes sont attendues au minimum sur place et les premières réactions sont enjouées. Regardez ce reportage de Céline Liégeois. Dès les premières minutes, une pluie de feux d'artifice inonde la plaine de lumière et de couleurs. Sur une scène de 170 mètres de long, au milieu des blés, danseurs, écrans géants, cavaliers, musiciens font vivre la plaine. Waterloo, morne plaine. Le poème de Victor Hugo est le fil conducteur d'Inferno. Pas de reconstitution historique ici, mais une évocation, un spectacle poétique qui laisse la place à l'émotion. Très bien, fantastique, merveilleux. Je viens au 3, j'habite Waterloo et voilà, je suis très heureux de participer à ce bicentenaire. Environ 400 personnes sont sur scène. Des acteurs, des musiciens, des reconstitueurs aussi et une cinquantaine de chevaux. Le public s'est laissé emporter. Les chevaux, c'est magique. Et puis voilà, toute la coordination du spectacle, c'est extraordinaire. Et moi, la reconstitution, ça ne m'intéressait pas de venir la voir, mais le spectacle, oui. Les canons, la musique rythment les différents tableaux qui se succèdent devant 11 000 personnes, dont énormément d'habitants de la région. Il fallait être là, il fallait le voir, c'est un bicentenaire. Je ne pense pas que je verrai le suivant. Le champ de bataille a brillé pour cette première grande soirée d'ouverture, avant de céder la place ce soir et demain aux véritables reconstitutions, au plus près de la réalité cette fois. Et puis d'autres images, d'autres infos recueillies chez nos partenaires francophones, des images commentées par Isabelle Soler. Le salon du Bourget à Paris bat son plein, la course aux annonces aussi.
Deux géants de l'aéronautique, Airbus et Boeing, se disputent le ciel. Ils ont annoncé des commandes dont la valeur dépasse les 32 milliards de dollars américains. Commande cumulée des deux mastodontes, 12 000 appareils, hurrah, mais comment fournir? Les deux grands, ils en ont assez. Maintenant, c'est la gestion de la production avec des augmentations de cadence dans à peu près tous les domaines. Une guerre économique qui se chiffre en milliards de dollars, la décroissance, un mot totalement inconnu des avionneurs. Bon, démarrage moteur 1. La sécurité aérienne, un autre nerf de la guerre, la maintenance est aussi un marché juteux. Chaque contrat de maintenance peut rapporter plusieurs centaines de millions d'euros. Chez Air France KLM, numéro 2 mondial du secteur, le travail ne s'arrête jamais. On va avoir des collègues qui vont nous relayer cette nuit pour pouvoir continuer à faire tous les tests. Capter et conserver ce marché hyper concurrentiel, un combat sans merci, le ciel, décidément un univers impitoyable. À 70 ans, le cannibale, toujours bon pied, bon oeil. Vous ne pouvez pas vivre sans vélo? Oh non, je ne pourrais pas vivre sans vélo parce que quand je suis parti pendant quelques temps et je ne sais pas rouler, je me sens moins bien. Eddy Merckx, gagneur de légende 100% belge, certains l'appellent juste Papy. Pour moi, ça reste juste mon grand-père, pas Eddy Merckx, qui a gagné 525 victoires ou 5 Tours de France. Pour moi, c'est juste mon grand-père et je profite tant que je peux de lui. La vie, chacun en profite comme il veut. Chez les Merckx, simple comme un coup de pédale. À Marseille ou Toulon, le pigeon plaide des stades a trouvé son maître. Dès qu'un vol de pigeons s'approche et vient sur la pelouse, j'envoie l'oiseau en attaque qui va les repousser. L'herbe tendre des pelouses, la gourmandise des rats volants. Ils se donnent le mot, quand on s'aime, ils le savent et ils arrivent tous. Ce surcoût pour les stades du Sud, réglé entre volatiles, fallait y penser. Au Burundi, malgré la contestation, le calendrier électoral reste fixé au 29 juin et au 15 juillet. L'ambassadeur du Burundi est l'invité du fait du jour du 64 minutes. Sur notre plateau, Dieudonné Ndabari Chamana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur du Burundi en France. Alors d'abord, une réaction à notre émission de samedi dernier où nous recevions Pascal Couchepin, l'ancien ministre suisse, de retour d'une mission pour l'OIF au Burundi, et aussi Francis Laloupo, qui est un journaliste d'origine béninoise, spécialiste de l'Afrique, qui aurait tenu des propos insultants pour le gouvernement du Burundi, inspirés, vous dites, par des rumeurs, de la calomnie et de la manipulation. Quels seraient ces propos insultants que vous contestez, monsieur l'ambassadeur? Justement, nous assistons ces derniers temps à ce que nous appelons une délinquance intellectuelle. Ça veut dire des gens qui se donnent le qualificatif de savoir si des choses sur le Burundi. Je pense qu'il y a des gens qui s'aventurent à dire des choses sur le Burundi alors qu'ils ne savent pas comment, dans la situation dans laquelle nous sommes et les bases sur lesquelles cette situation est fondée. Mais qu'est-ce qu'il a dit concrètement que le gouvernement, que le président force les choses, mais il ne force rien. Le président a été désigné par son parti, le président a été déclaré, sa candidature a été déclarée légale par la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils d'autres viennent encore raconter des choses comme quoi c'est lui? C'est pas lui. C'est pas lui qui... de la Constitution de la Constitution de cette Cour a été modifiée. Non, ça n'a pas été modifié. Ça, c'était avant. C'était avant, bien sûr. Donc vous maintenez que malgré les demandes de plusieurs organisations internationales, entre autres l'OIF d'ailleurs, vous maintenez qu'il n'y aura pas de report des élections. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de report des élections. Il y a eu report des élections 2 fois. Ça veut dire... Oui, mais elle demande un nouveau report pour laisser plus de temps à l'opposition. Non, je pense qu'il faut faire attention quand on parle de report. Il faut vraiment qu'on ne piège pas le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement doit rester dans la légalité constitutionnelle. Autrement dit, il faut que tous les reports soient fixés dans l'intervalle jusqu'au 26 août, date à laquelle le nouveau président doit prêter serment. Alors, laisser le gouvernement tomber en dehors de la constitutionnalité, je pense que c'est piéger le gouvernement et je pense qu'il y en a qui attendent beaucoup ce temps pour vraiment lancer le chaos à une vitesse supérieure. Monsieur l'ambassadeur, la candidature du président sortant Nkurunziza reste pour vous non négociable? Je vous assure que la candidature de Nkurunziza, c'est une candidature légale. Légale, pas d'abord les prescrits de la Constitution. Pourquoi est-ce que les médias ne veulent pas lancer le débat tel que c'est lancé à Bujumbura? Il y a un débat.
il y a un débat, une partie qui pense comme ça, une partie qui pense comme ça. C'est-à-dire la première partie pense que le président a son droit de briguer le deuxième mandat au suffrage universel. Parce que vous rappelez ici toujours le troisième mandat. Le premier mandat du président a été élu par le Parlement. Le Parlement, et vous savez comment ce président était? C'était un président homélier. C'était comme un premier ministre britannique où le Parlement peut décider à tout moment de le mettre à côté. Alors que si vous regardez l'article 87 de la Constitution, le président peut démettre, il y a eu dissoudre l'Assemblée nationale. Ambassadeur, il y a eu entre 50 et 70 morts, ça dépend des sources, la répression des manifestations. Est-ce que vous diriez que l'opposition va à ces élections dans les mêmes conditions que le parti au pouvoir? D'abord, j'ai toujours dit que chaque goutte de sang qui tombe au Burundi, c'est une malédiction pour nous. On n'a pas besoin de ça. Parce que trop de ça a coulé à Bujumbura, au Burundi, donc on n'a pas besoin. Alors, ces morts qui sont enregistrés, c'est enregistré du côté des manifestants et du côté des policiers. Donc, il y a tout est mélangé. Une grande majorité de manifestants. Écoutez, la majorité de manifestants, mais nous ne nous rappelons pas des manifestants. C'était une insurrection orchestrée de toute forme. Parce que ce qui se passe à Bujumbura, c'est une guérilla urbaine où les gens sont armés. Ce n'est pas une manifestation pacifique. Parce que vous savez comment on organise une manifestation pacifique. Alors, dans une guérilla urbaine, c'est les gens armés qui font face à des militaires ou à des policiers armés. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par rapport à ces confrontations qui sont entre les insurgés et les forces de l'ordre. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mais nous suivrons en tout cas la situation au Burundi avec attention dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été venu sur le plateau 64 minutes.